Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Du fin fond du Fouladou au Congo, Brazza. Il est un des visages de la rentrée littéraire. C'est avec Mémoire de Porc-Épic, prix Renaudot, qu'il se fait connaître du grand public en 2007. Il enseigne à l'Université de Californie et depuis peu au Collège de France. Avec son essai atypique, Le monde est mon langage, il devient le globe-trotteur de la littérature française. Je suis ravie de retrouver Alain Mabanckou. Bonjour Alain Mabanckou. Bonjour. Alors je disais essai atypique parce que c'est une série de rencontres de Port-au-Prince à Alger, de Paris à Pointe-Noire. Et avec chacun de vos interlocuteurs, vous évoquez la langue française et vous en faites les louanges. Pour montrer quoi ? Ce que je voulais montrer dans Le monde et mon langage, c'est que nous sommes désormais dans une civilisation dans laquelle toutes les cultures doivent se parler, les unes picorant dans les autres. Et de ce fait, ce livre ressemble pratiquement à ma philosophie, c'est-à-dire chaque endroit où je me trouve, peut-être il y a quelqu'un avec qui on peut se partager les mêmes valeurs. C'est pour cela que je suis allé à la rencontre de l'Ecclésio, de Dany Laferrière. Je me suis rappelé les moments que j'avais passés avec Sony Laboutancy ou Henri Lopez, ou encore même des inconnus que je suis allé voir du côté de la Nouvelle-Orléans, qui sont des clochards. Mais en réalité, ce que je voulais écrire, ce n'était pas tant un essai, mais plutôt un livre dans lequel se mélangerait aussi de la fiction, des dialogues, des colères, des joies et même de la cuisine, puisqu'on voit dans le livre Dany Laferrière me préparer du saumon. Et parlons des autres, vous parlez aussi de vous, de vos racines. Je pense que la meilleure façon de parler aussi de soi, c'est de s'ouvrir aux autres, de savoir ce que les autres pensent ou voient de vous. Donc, je pense aussi que dans ce sens, j'aurais donné comme définition de ce livre une autobiographie capricieuse. C'est même ce que j'ai retenu à l'intérieur de ce livre. Et généreuse, parce que vous nous enseignez beaucoup de choses également dans cette histoire. Alors, il y a un chapitre sur Brazzaville. Oui. Je voudrais qu'on parle de votre rencontre avec Sony Laboutancy que vous évoquiez, auteur congolais. Il a écrit La vie et demie, son chef-d'œuvre, en 79, et il vous a prêté son manuscrit. Oui. Ça paraît complètement fou. Racontez-nous cette histoire. Ça paraît complètement fou. J'étais encore à Brazzaville. Je venais d'arriver à l'université, j'étais dans l'âge de la vingtaine, et puis il y avait cet écrivain national, Sony Laboutancy, le premier qui avait publié vraiment un roman qui avait marqué la littérature africaine, et ces romans, c'était La vie et demie en 1979. Tout le monde voulait rencontrer Sony Laboutancy. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé à Makelekele. Il était en train de jouer au football. Et puis, je l'ai vu. Il s'est arrêté de jouer. Nous sommes allés dans sa cabane. On traversait une sorte de petite forêt. Et à l'intérieur de sa cabane, j'ai vu le poster de Che Guevara. J'ai vu également le poster de Bob Marley. Un livre de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée, et 2 bougies. Et là, j'avais pensé que la littérature était un rituel. Et moi, je lui ai dit, je voudrais devenir écrivain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il m'a dit, n'écris pas la poésie, ça ne sera jamais publié. Mais malheureusement, j'ai commencé par la poésie, ou heureusement, puisque ça m'a permis de faire autre chose. Et enfin, il me remet le manuscrit de La vie et demie en me disant, regardez là-dedans, vous allez savoir à peu près comment les écrivains souffrent pour écrire. Un bel hommage que vous lui rendez également. Autre lieu de votre livre, le quartier Château-Rouge, à Paris. Les marchés, les salons de coiffure, les magasins de pagne, c'est une petite Afrique dans Paris. C'est une tour de Babel pour vous ? C'est une tour de Babel. Moi, j'ai toujours aimé ce quartier parce qu'il reflète la photographie de la France actuelle. On trouve des Africains du sud du Sahara, on trouve des Maghrébins, des Asiatiques, des Blancs aussi. C'est un quartier multicolore et multiethnique. Et là, à l'intérieur de ce quartier, se trouve
un styliste congolais qui s'appelle Jocelyn Le Bachelor. Et vous habitez à quelques pas de chez Jocelyn Le Bachelor, qui est dans votre livre. Oui. Nous l'avons rencontré, Ah bon? Jocelyn Le Bachelor. Ouh là là. Il parle de vous au micro de Marie Schuster. Écoutez-le. Il y a deux éléments qui vous font converger vers Alain. Sa façon d'écrire, sa façon de parler, et l'autre côté, son attirail vestimentaire. L'attirail vestimentaire, c'est tout sauf un cas sexe. Or, Alain est devenu aujourd'hui ce que moi j'appelle le premier intellectuel congolais, je dis bien, selon moi, je ne suis qu'habilleur, le premier intellectuel congolais qui me fait plaisir. C'est mon styliste, c'est aussi mon grand frère, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il m'a toujours épaulé, il m'a toujours soutenu. C'est pour ça qu'en écrivant ce livre, je m'étais dit, je lui dédie le dernier chapitre qui est comme un roman. On me voit traverser Château-Rouge, arriver chez lui, avoir un dialogue. Il me cite du Victor Hugo avant finalement de me dire, je veux être dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il est aussi à l'intérieur. Et lui, c'est le prince de la sape. Hein. On a découvert un petit peu là dans les images son magasin. C'est extrêmement coloré, très fringant, toujours très élégant. C'est aussi votre façon de vous habiller à la Mabankou. Je dirais même que non seulement on dirait le prince de la sape, mais il fait les tenants de la sape parce qu'il a habillé Papa Wemba, il a habillé Antoine Decaune maintenant de Canal+, il a habillé le comédien Vincent Pérez. Je lui amène beaucoup de monde là. Peut-être un jour, je vais lui dire de faire aussi une ligne féminine et à ce moment, je n'hésiterai pas de vous y amener aussi. Hein. Demandez-lui volontiers. Et dans cette rentrée littéraire, est-ce que vous retrouvez cette langue française que vous aimez ? Moi, je pense que ce sont souvent les univers qui m'intéressent. Il y a dans cette rentrée littéraire plusieurs livres qui ont suscité mon intérêt, en particulier celui que j'ai défendu depuis juin. J'avais fait une double page dans le magazine littéraire, Petit Pays de Gaël Faye. Mais j'ai aussi aimé le livre de Serge Jancourt, Repose-toi sur moi. J'ai aussi aimé le livre de Karine Thuil, L'insouciance, qui est un livre intéressant. Et également Tropique de la violence de Natacha Apana, qui est un livre fort parce que ces livres parlent du monde. Un mot des deux endroits où vous enseignez. Oui. L'Université de Californie et le Collège de France. L'Université de Californie à Los Angeles, c'est mon employeur principal, c'est-à-dire que ça fait 14 ans que j'enseigne aux États-Unis. Ça fait 14 ans que je dispense des cours de littérature française et des cours de littérature africaine et aussi des cours d'écriture. Et puis le Collège de France, c'est eux qui m'avaient invité pour venir enseigner. C'était la première fois qu'un écrivain avait une chaire au Collège de France. Et du coup, je suis allé avec bonheur, sachant que cette institution a été créée en 1530, au XVIe siècle. Et on n'avait pas enseigné la littérature africaine dans cette institution. J'ai permis de faire résonner le nom de Senghor, le nom d'Aminata Sofal, de Cheikh Hamidou Khan, de Boubacar Boris Diop, Soni Laboutonsi qu'on a vu ici, mais beaucoup d'autres, les Bernard Dadier, les écrivains qui ont fait la littérature africaine et qui sont aussi importants que les Victor Hugo ou les Balzac en Europe. Voilà, et on vient de revoir ces images de votre allocution au Collège de France. Vous êtes aussi un écrivain militant. Récemment, vous dénonciez la réélection de Denis Sassou Nguesso. Vous aviez même adressé une lettre à François Hollande et vous aviez été reçu à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Je pense qu'il y a un distinguo à faire. Je ne suis pas allé à l'Élysée pour demander à François Hollande de prendre une tenue militaire et une Kalachnikov pour aller déloger ceux qui truquent les élections en Afrique. Non, je suis allé là-bas pour comprendre, discuter et voir pourquoi il y a toujours un lien ombilical entre les dictatures africaines et la France. Même si on dit que ce n'est pas à la France d'avoir à diriger ce qui se passe là-bas, mais soyons honnêtes et clairvoyants. Le problème aujourd'hui de la poudrière qui se trouve dans les pays d'Afrique sont liés aux conséquences de la colonisation qui continue à se passer
sous terre. Laissons les Africains régler, c'est vrai, leurs problèmes avec eux-mêmes, mais il ne faut pas que pendant que nous réglons le problème, derrière la France passe de balayer ou bien prendre ce qui devait revenir aux Africains. Précisons tout de même, Alain Mabankou, aujourd'hui, vous êtes interdit d'aller au Congo-Brazzaville, hein, c'est ça? Vos livres n'y sont presque pas distribués ou pas distribués du tout. Et c'est la jeunesse congolaise surtout qui vous écrit et qui vous demande d'intervenir. Je ne suis pas un homme politique. Cela dit, puisque je parle, puisque je m'exprime, puisque je dis les choses dans leur crudité, évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir aux dictateurs qui sont au pouvoir actuellement. Ils aiment bien le silence. On peut emprisonner les gens, on peut emprisonner le général Mokoko, on peut emprisonner les hommes politiques congolais, mais la voix, on ne peut pas l'emprisonner. Ce qui est plus dur pour une dictature, c'est la force de la littérature, parce que la littérature est éternelle, mais les dictatures finissent par être déboulonnés comme des statues de l'époque soviétique. On vous sent très engagé sur ces questions-là. On termine avec un sujet plus léger. C'est votre conseil culturel, Alain Mabankou. La comédie sociale et décalée, Un petit boulot, actuellement sur les écrans avec Romain Duris et Michel Blanc. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Ce qui m'a plu, c'est la force même de mon ami Michel Blanc. C'est un grand ami, c'est lui qui m'a conseillé l'adaptation de mon roman Black Bazar qui sera fait au cinéma. Et il a donné quelque chose de fort à l'intérieur dans l'écriture, dans le dialogue, dans la rapidité. Et j'ai trouvé que c'était pour moi un des meilleurs films actuellement en France et qu'il fallait en parler. Merci Alain Mabankou. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur france24.com. Et on se quitte avec un extrait de ce film avec Michel Blanc et Romain Duris, Un petit boulot. Regardez. À la fermeture de l'usine, c'est devenu de plus en plus difficile. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêts à prendre tout ce qui se présentait. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi? Parce que je t'aime bien. Jacques? Aucune trace. Respect, t'as le don. Tu recommencerais? J'ai pas envie de devenir tueur à gages. T'appelles ça comment ce que tu viens de faire? Un moment d'égarement. Je dois manquer de vocabulaire. Pour la première fois depuis 9 mois, je me sens fort. Jacques Scoran est de retour. T'as flingué ma femme, mon chien, ton patron. T'es un vrai danger public. Attention! T'es un malade, toi. Bah, tu m'as dit attention, moi j'ai cru qu'il avait un flingue.